Bonjour, bonsoir à tous, ici Yves Franck. Voici Le Monde en 30 minutes sur la télévision haïtienne de Montréal. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine. L'avocat Patrick Pierre-Louis est désormais le nouveau bâtonnier des avocats de Port-au-Prince. Il succède à Marie-Suzy Legros en obtenant 215 voix contre 171 voix pour son plus proche rival, Maître Patrick Laurent. Et puis le Premier ministre haïtien Ariel Henry, confiant quant au déploiement de la force multinationale en Haïti, met le cap vers la mise en place de l'organe électoral. Il a visité vendredi les locaux du CEP pour rencontrer des hauts cadres. Et puis le budget 2023-2024 approuvé par le Conseil des ministres, l'enveloppe globale du budget pour l'exercice fiscal 2023-2024 en Haïti se chiffre à 320,64 milliards de gourdes. Toujours en Haïti, le Conseil national de télécommunications a célébré son 54e anniversaire cette semaine. Le CONATEL doit s'impliquer davantage dans le projet d'accélération numérique selon le ministre des Transports et Communications, Rosemont Pradel. Plusieurs organisations féministes dont l'Initiative pour un développement équitable en Haïti et la solidarité des femmes haïtiennes exigent la dépénalisation de l'avortement. Lancement de la 3e édition des bourses du député de Viau. L'actuel député France Bernardin, à travers cette démarche, veut contribuer à la réussite éducative des résidents de sa circonscription. Et puis dans le reste du monde, aux États-Unis, le shutdown est repoussé et la Chambre adopte une mesure de financement d'urgence. Scandale au Canada, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, démissionne après avoir rendu hommage à un vétéran ukrainien. Quelques jours après sa nomination au poste de Premier ministre de Lettonie, Evika Silina s'est envolée pour Bruxelles et a clairement indiqué qu'elle soutenait le souhait de l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Et puis plus de 90 000 Arméniens ont déjà quitté les Hauts-Karabakh vendredi soir au lendemain de l'annonce de la spectaculaire dissolution de la République séparatiste autoproclamée et malgré les appels de l'Azerbaïdjan à rester. Voilà pour les titres. À tout de suite. Chaussures Marino. Toute une gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants de marque Vangelo, Pajar, Amphibro, Walker. Souliers orthopédiques, souliers de sport, de mariage et de fantaisie. Chaussures Marino, confort, élégance, style, meilleur endroit pour votre achat. Qui dit chaussures Marino dit Mario, le meilleur patron de la ville en service, produit de qualité à prix imbattable. Chaussures Marino, 3 endroits pour vous servir, place Versailles, Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, Carrefour L'Angelier à Anjou. Les chaussures Marino, les chaussures qui s'ajustent à vos pieds. Profitez des rabais à chaussures Marino en mentionnant le nom de la THR, la télé à votre image. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. En Haïti, Maître Patrick Pierre-Louis est le nouveau bâtonnier des avocats de Port-au-Prince. Il a été élu le vendredi 29 septembre par ses pairs. Il a obtenu 215 voix contre 171 voix pour son plus proche rival, Maître Patrick Laurent. Maître Pierre-Louis succède à ce poste à Marie-Suzy Legros, en remportant ce scrutin avec un total de 215 voix contre 171 voix pour son plus proche rival, Maître Patrick Laurent. Le nouveau bâtonnier prône l'indépendance du barreau et a promis d'enclencher des réformes dans la profession en accélérant la formation des jeunes avocats durant son mandat qui prendra fin
en 2025. Écoutons Patrick Pierre-Louis. C'est parce que nous tous croyons dans la même bagaille. Nous croyons dans la nécessité pour nous gagner un barreau qui est indépendant, qui chita sous la loi, qui est au service de l'avocat et qui lui-même capable de permettre de développer une image de sa profession et de sa droit, utilité de droit dans le pays. C'est peut-être ça nos batailles. Et je dis, ce n'est pas victoire, c'est victoire tout le monde qui vote mieux. Et c'est un succès même pour le monde qui n'a pas voté mieux pour l'autre candidat. Parce que finalement, ça montre que tout candidat est intéressé à la profession. Notons que dans ce nouveau conseil, les avocats Max Stanley Lafortune et Robert Paul occupent respectivement les postes de secrétaire et de trésorier. Les autres conseillers sont Paul Rachel Marie Archange Cadet, Marie-Esther Félix, Rose Berthe Augustin, Jean Barnave Cheron, Joseph Price Nikendi, Ducasse, Paul-Édouard Ternier, Claudie Marsan, Blair Chéry, Marc Sonny Charles, Carlo Nordeus et Marie-Félicite Misli Gilles. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, confiant quant au déploiement de la force multinationale dans le cadre de la mission de l'ONU en appui à la police nationale, il annonce qu'il ne va pas attendre indéfiniment l'opposition pour trouver un consensus afin d'aller vers la mise en place d'un CEP en vue de l'organisation des élections. Écoutons le chef du gouvernement, Ariel Henry. Je vais rappeler tout le monde que ça fait 2 ans depuis que m'a dirigé un gouvernement intérimaire. Nous pas venir là pour nous faire un mandat. Objectif là, c'est faire bon genre élection pour monde que le peuple a choisi, yo prend pouvoir et diriger le pays. Nous connaissons il y a quelques monde qui pas d'accord. Mais nous croyons que la véritable solution, c'est faire élection. Nous promettons à tout le monde qui veut aller dans l'élection, nous mettre des bases pour l'élection faite le plus vite possible. Je dis tout Haïtien frème action mieux, Kembe Palagé. Nous prenons l'avenir pays à 2 bras, à 2 mains. Haïti pas péri. Nous pas qu'attendre encore. Faut que nous avancions et nous prenons avancer. Avec ça qu'il est. L'autre, il a joint nous dans la route. Il faut dire que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a visité vendredi les locaux du Conseil électoral provisoire pour rencontrer des hauts cadres en vue de s'enquérir de la situation actuelle de l'organisme électoral. Cette rencontre traduit fortement la détermination et l'engagement du gouvernement à organiser dans les meilleurs délais des élections honnêtes, transparentes et démocratiques à l'issue desquelles sortira, entre autres, un gouvernement légitime élu par le peuple souverain, a informé la primature dans une note publiée sur son compte X. Toujours en Haïti, le Conseil national de télécommunications a célébré son 54e anniversaire cette semaine. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Rosemont Pradel, affirme que l'institution qu'il dirige a permis la modernisation du Conseil national des télécommunications. Il croit que le CONATEL doit s'impliquer davantage dans le projet d'accélération numérique. Écoutons Rosemont Pradel. Il y a 54 ans de cela, le CONATEL a été créé par décret en date du 27 septembre 1969 avec la noble mission de réguler, de promouvoir et de superviser le secteur des télécommunications. Depuis lors, il n'a cessé de progresser, de s'adapter aux évolutions technologiques et de répondre aux besoins croissants de notre société en matière de communication. Il continue à jouer un rôle clé dans l'entrée du pays dans la société de l'information en facilitant le développement de la téléphonie mobile, l'accès à l'Internet et en veillant à ce que les services
et les applications de télécommunications soient accessibles à tous, même dans les régions les plus reculées. Grâce à ces efforts inlassables, la transformation numérique du pays a été engagée en faisant bénéficier les opportunités numériques à des secteurs vitaux de la vie nationale comme l'éducation, le commerce, la santé, la finance mobile, etc. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté où les télécommunications sont au cœur de notre vie quotidienne. La fonction du Conatel est plus que jamais importante. Il doit et va continuer à œuvrer davantage pour garantir des réseaux et des systèmes fiables de télécommunications, des services de qualité fournis à l'ensemble de la population. Lors de la cérémonie de célébration du Conatel, le Premier ministre Ariel Henry a appelé le Conatel à jouer pleinement son rôle de régulateur du secteur des télécommunications en Haïti. Cet organe est essentiel dans la stratégie du gouvernement de promouvoir l'économie numérique. Face aux multiples défis du pays, la modernisation des services publics est une priorité selon le Premier ministre haïtien Ariel Henry. Il est indispensable que le Conatel veille à la mise en place d'un environnement légal et réglementaire qui permette à tous les acteurs du secteur d'évoluer dans un cadre compétitif et concurrentiel équitable, et ce, au bénéfice des usagers. J'en profite pour vous dire, Monsieur le Directeur général, qu'il n'est plus que temps de mettre vos experts au travail pour moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur. Après 50 ans, et en tenant compte des progrès qui ont révolutionné le secteur, nous devons adapter nos lois pour répondre aux nouveaux défis de l'heure. Dans la réflexion et la nouvelle législation, il faudra se pencher également sur l'attribution des fréquences aux médias et veiller à ce qu'ils respectent les lois et règlements, à savoir autorisation d'émettre, paiement des redevances, respect de la déontologie. On l'a annoncé en titre, le budget 2023-2024 a été approuvé le jeudi 28 septembre par le Conseil des ministres. Avons-nous appris, il sera en application à partir du 1er octobre 2023. L'enveloppe globale du budget pour l'exercice fiscal 2023-2024 se chiffre à 320,64 milliards de gourdes. Le budget 2023-2024 est élaboré autour de 3 priorités: renouer avec la croissance économique, améliorer la stabilité sociale et améliorer les conditions sécuritaires en Haïti. Autre sujet, plusieurs organisations féministes dont l'Initiative pour un développement équitable en Haïti et la solidarité des femmes haïtiennes exigent la dépénalisation de l'avortement. Près d'une trentaine de femmes, la plupart très jeunes, munies de pancartes et vêtues de t-shirts blancs frappés de slogans revendicatifs, se sont rassemblées devant les locaux du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Elles ont scandé « à bas l'article 262 du Code pénal ». La pénalisation n'est pas une solution. Nous voulons être éduqués sexuellement pour pouvoir décider. Écoutons plusieurs d'entre elles. Que yo pas de besoin, que yo pas même qu'à gérer. Donc l'important, le primordial pour l'État pour responsabilité, OPC pour responsabilité, et puis faire plaidoyer ensemble avec nous, demander dépénalisation avortement pour protéger la vie avec cette forme ensemble avec nous. C'est pour résoudre. N'a vivre dans un contexte politique côté viol,
utiliser pour venger, pour faire mal. C'est nous-mêmes qui avons subi et l'État connaît combien de précarité dans le pays, qui est ça difficile pour les femmes qui vivent dans la précarité pour l'État. Je la soins santé gratuite et accessible. L'État connaît très bien dans quel contexte les femmes haïtiennes vivent. Donc c'est pour ça que nous devons OPCA, Office protection citoyenne, pour venir demander l'État pour prendre responsabilité. Nous venons demander moucher l'État, nous plaidoyer pour quitter les femmes libres, pour décider sous choix, sous pouvoir faire petite, surtout dans le contexte côté viol, sans armes de guerre. Donc, à changer le process non désiré. Donc, c'est ça qu'on a fait lui-même, c'est droit qui bon côté pour faire choix, pour camper, pour décider sous pouvoir faire petite vie. Nous demandons un vote libre, légal et accessible pour toute femme haïtienne. Papa doit pénaliser. Toujours dans l'actualité, plus de 50 000 Haïtiens ont volontairement quitté la République dominicaine ces dernières semaines. Depuis le début de la crise haïtiano-dominicaine, née de la construction d'un canal d'irrigation alimenté par la rivière Massacre, l'organisme haïtien des Défenseurs Plus dénonce l'incapacité de l'État haïtien à doter les Haïtiens de documents d'identité dans la zone frontalière. Écoutons deux représentants du Défenseur Plus. Déclaration universelle droit moun 1948 à convention qui gagne pour eux à droit de moun. Au niveau national, nous gagnons loi 20 août 1974 là, code civil haïtien, arrêté présidentiel 13 novembre 2019 là, avec décret qui crée Office national d'identification. Malgré toutes dispositions juridiques ça yo, droit d'identité gagne pile difficulté pour l'État à garantir dans le pays. Dans le cadre de travail ça, Défenseur Plus fait paraître à clair en pile raison qui explique droit d'identité par respecté dans la commune qui a un point officiel frontalier à la République dominicaine. D'abord, c'est un problème communicationnel et même historique. L'État haïtien et la nation haïtienne, c'est un coup d'État citron depuis la création. C'est un État qui pas jamais en faveur massio, surtout si là, il y aurait les gens en dehors. C'est ça que fait. Quand il y a des gens qui pour aller à l'examen officiel, dis-moi si vous font papier pour régler un bagage, c'est là ça réussi à combattre. Ça qui veut dire, l'État n'a pas jamais connaît l'existence de ça dans la société. Le problème de droit d'identité, il y a pour retour à la question infrastructure. C'est vous l'État mettez officier dans tout coin ville, mais il n'y a pas qu'à aller dans l'espace qui est reculé à cause de moyens pour vous déplacer. Le problème ça tout, le problème infrastructure, il y a pour eux, côté que officier ou pas même cahier registre à formuler baptistère pour enregistrer les gens qui fait déclaration. Sur le plan politique, le problème ça là tout. L'État n'a pas défini aucune stratégie pour inciter le peuple à faire pièce d'identité et puis nommer clerc avec l'autre personnel qui travaille dans le secteur. Le problème ça, qu'on cause droit civil et politique violé. C'est vendre qu'on vend vote dans la période d'élection parce que y a 4 identifications nationales qu'on coûte un citoyen jusqu'à 10 000 gouttes. Ou du moins, qu'on y est candidat dans la période électorale qui qu'on favorise les gens joindre 4 et puis faire voter en retour. Dernier problème, c'est un problème juridico-administratif qui vient pour à procéder pour faire pièce d'identité dans le pays. Par exemple, un baptistère vient pour lui sortir dans l'officier civil pour aller dans le paquet, ensuite pour aller à ministère de la Justice et enfin arriver dans l'archive nationale. Les comme ça, les gens ont besoin de papier, les obligés de payer comme plus pour lui faire un jugement. Il y a un problème matériel et moyen pour officier d'état civil faire travail. Par exemple, sous 16 cahiers de registre et formulaire, l'État a supposé octroyer avec les officiers, c'est seulement 4 qui bail pour année. Ça qui fait que parfois les officiers ont utilisé cahier l'école pour enregistrer données citoyens. Il y a un problème de nomination clerc que nous avons soulevé déjà et puis il y a un retard excessif dans l'acheminement pièces d'identité dans l'archive nationale. Par rapport à ça, nous pensons que l'État haïtien doit répondre à l'obligation pour lui octroyer de pièces d'identité avec la population. Et il faut qu'il réduise le nombre haïtien aujourd'hui à vivre sans pièce d'identité, sans acte de naissance, qui est estimé à 3 millions. Et puis il faut que la population mobilisée sous Bopal pour lui forcer l'État à garantir le droit fondamental ça, qui gagne de impact sur l'autre droit. En termes de recommandations, le Défenseur Plus a demandé pour l'État haïtien rendre accessible documents d'identité à tout haïtien, conformément avec dispositions juridiques,
pour définir des dispositions administratives pour alléger le processus d'acheminement des pièces et actes de naissance, et puis assurer gratuité pièces ça pour tout Haïtien, quel que soit ça qui vit dans le milieu reculé ou bien ça qui vit en terre étrangère. Et puis comme nous avons plus ou moins moderne, nous sommes capables de dire que l'État a numérisé le processus de manière à ce que le calendrier plus accessible. Au Canada, les inscriptions pour les bourses du député de Viau sont en cours. L'actuel député de Viau à Québec, Franz Bernardin, souhaite à travers cette initiative soutenir la réussite éducative des résidents de sa circonscription. C'est donc pour la 3e année consécutive qu'il lance une telle activité. Le député Franz Bernardin a aussi annoncé pour le début de l'année 2024 le Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel, une démarche pour mieux informer le public des perspectives d'emploi sur le marché. Écoutons le député Franz Bernardin. Sur les bourses du député de Viau, nous sommes dans la période de candidature actuellement. Ce sont des bourses, je souhaite soutenir la réussite éducative. Je souhaite soutenir la réussite des femmes et des hommes de Viau en mettant en place ces bourses. Nous sommes à la 3e cohorte, 3e édition des bourses du député de Viau. Ce que je souhaite, c'est que si vous qui nous regardez, si vous êtes un résident ou une résidente de la circonscription de Viau, je vous invite à déposer votre candidature. Si vous êtes aux études à temps plein, soit à l'université, soit au collège, ou du moins si vous apprenez un métier, peu importe le métier que vous apprenez, vous pouvez appliquer pour les bourses du député de Viau. Je rappelle, c'est $1 500 si vous êtes dans le domaine de la santé, $1 000 si vous êtes dans le domaine de l'administration, des sciences de l'éducation, des sciences sociales, et $1 si vous apprenez un métier. Ce sont des bourses fort importantes, et parce que c'est une façon pour moi, concrètement, de dire que je crois de la réussite de chacune dans cette circonscription. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec nous et pouvoir déposer votre candidature. Deuxième initiative, Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel, mais qui ne s'adresse pas strictement aux gens de la circonscription, mais qui s'adresse à toute personne intéressée à savoir qu'est-ce qu'il y a comme perspective d'emploi ou de formation. Nous sommes en train de travailler sur la 4e édition de ce salon qui viendra très tôt en 2020. L'actualité dans le reste du monde à présent. Aux États-Unis, le shutdown est repoussé. La Chambre adopte une mesure de financement d'urgence. Il faut dire que le texte a été adopté à la Chambre avec 335 oui et 91 non et doit maintenant passer au Sénat. Il prévoit que l'administration continue d'être financée pendant 45 jours. Explication Euronews. Les États-Unis ne sont plus qu'à quelques heures d'une paralysie de l'administration fédérale, faute de vote sur son financement. Le budget de l'État expirant à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Sauf accord de dernière minute au Congrès, hautement improbable. 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire, le trafic aérien sera perturbé, tandis que les parcs nationaux seront fermés. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis avaient connu leur plus long shutdown. Au cours de l'hiver 2018-2019, il avait coûté à l'économie américaine environ $3 milliards selon les estimations. L'enclave du Haut-Karabakh s'était quasiment vidée de ses habitants arméniens vendredi soir, au lendemain de l'annonce de la spectaculaire dissolution de la République séparatiste autoproclamée et malgré les appels de l'Azerbaïdjan à rester. Plus de 90 000 Arméniens ont déjà quitté le Haut-Karabakh. L'ONU a annoncé l'envoi ce week-end d'une mission au Haut-Karabakh pour évaluer principalement les besoins humanitaires. Détail Euronews. L'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh se poursuit. En quelques jours, plus de 90 000 personnes ont quitté leur foyer. C'est plus des 3/4 de la population de l'enclave. Les Arméniens redoutent des représailles de l'Azerbaïdjan qui a récupéré ce territoire aux séparatistes lors d'une offensive éclair. L'envoyé de l'OMS sur place fait le point sur la situation humanitaire. We've heard about issues with hypertension, malnutrition, people in need of first aid, elderly, people with chronic diseases in need of care. So we've asked very specifically what they need. There are some acute needs here that we're going to try and tackle and bring in additional supplies, but there are also some medium-term to longer-term needs. These include ambulatory and ambulance support. 30% des réfugiés sont des enfants. Beaucoup d'entre eux ont été séparés de leur famille. Les besoins sont immenses et urgents.
La Russie a annoncé qu'elle déciderait avec l'Azerbaïdjan de l'avenir de sa force de maintien de la paix. 2000 soldats russes avaient été déployés au Haut-Karabakh en novembre 2020. Plus de 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi dans une attaque à la bombe au Balochistan, au sud-ouest du Pakistan, contre une procession commémorant l'anniversaire du prophète Mahomet. C'est un reportage de Euronews. Au Pakistan, au moins 50 personnes sont mortes lors d'un attentat suicide contre une procession musulmane dans la province du Balochistan. Des dizaines de personnes sont blessées et le bilan pourrait encore s'alourdir. L'explosion a eu lieu à proximité d'une mosquée alors que plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées pour commémorer la naissance du prophète Mahomet, une cérémonie condamnée par certains groupes musulmans radicaux. Au même moment, une autre explosion est survenue plus au nord, près de la ville de Peshawar. Aucun bilan n'a pour l'instant été donné. Il s'agirait également de l'acte d'un kamikaze. Ces explosions interviennent avant des élections législatives cruciales pour le Pakistan qui se dérouleront au mois de janvier prochain. Quelques jours après sa nomination au poste de première ministre de Lettonie, Evika Silina s'est envolée pour Bruxelles et a clairement indiqué qu'elle soutenait le souhait de l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Détail Euronews. It is our common task to continue supporting Ukraine until it achieves victory. To guarantee long-term peace in Europe, we have to welcome Ukraine in NATO. Scandale au Canada, le président de la Chambre des communes démissionne après une maladresse. Anthony Rota a démissionné après avoir rendu hommage à un vétéran ukrainien. Problème, l'ancien militaire avait combattu avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Explication Euronews. Le président de la Chambre des communes du Canada a démissionné. Son tort, avoir rendu hommage à un vétéran ukrainien. Problème, l'ancien militaire avait combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. That public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. I accept full responsibility for my actions. Anthony Rota était sous pression depuis le week-end dernier. Les partis d'opposition demandaient sa démission, tout comme les ténors de son propre clan, les libéraux du Premier ministre Justin Trudeau. Ce dernier avait parlé lundi d'un hommage inacceptable et profondément gênant. Le scandale a commencé la semaine dernière lorsque les parlementaires du Canada ont accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après son discours, Anthony Rota a mis en avant Yaroslav Hunka, âgé de 98 ans. L'homme est ovationné, décrit comme un héros canadien. Mais l'homme a servi dans une division Waffen-SS. Ici prend fin Le Monde en 30 minutes, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Vous pouvez regarder à nouveau cette revue du Hurricane sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, entre autres. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Allez, mesdames, messieurs, portez-vous bien et faites du bien.